À ce moment-là, il entra dans la solitude absolue. Il dit à voix haute sans écho ni résonance : « J'entre dans la solitude absolue. » Pas un mouvement. Le vent était complètement tombé, comme si ça n'avait jamais existé. Il eût fallu marcher longtemps sur la cendre feutrée, obligé à de constants détours par les crocs brûlés surgissant devant lui. Parfois, ça sentait encore une bonne odeur de feu de bois. Le plus souvent, c'était une odeur sale de feu éteint à l'eau, quoiqu'aucune pluie ne fût tombée depuis l'incendie. Il lui fallut marcher longtemps pour trouver une pierre propre sur laquelle il put s'asseoir, ce qui finit par se produire. Il but un peu d'eau qui lui restait, tiède, au goût d'aluminium, pas désagréable. Silence. Calme. Est-ce que dans le silence on entend son cœur, comme on dit, et la circulation rythmée de son sang ? Bonjour à tous et bienvenue sur Radio l'Alma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, vous l'avez compris, on va entrer dans un monde des mots assez particulier qui va nous faire voyager, rêver. Et on a commencé avec l'introduction lue par notre cher Marc-Henri Boisse, qui est comédien. C'est un texte qui s'appelle Solitude de Christine Friedel. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on commence avec un texte comme ça ? Il va tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va parler des Cahiers de la Montagne Noire. C'est une revue que cette année, elle fête la sortie de la 7e édition. Et figurez-vous qu'on va recevoir pour la 3e fois dans cette émission notre chère Françoise Dax-Boyer, puisque c'est elle qui est en charge de cette beauté de livre. Donc Françoise, bienvenue à l'émission encore une fois. Comment tu vas ? Bonsoir Alain, je vais bien dès que je te vois. Ah bah Ouais. c'est très très gentil ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Écoute, mais moi aussi, ça fait très plaisir de te voir. Surtout de te recevoir dans cette émission pour la 3e fois pour une autre beauté de livre. Alors dans le passé, tu nous as présenté déjà Les Deux font le père, Voyage, voyage. Et cette fois-ci, tu arrives avec cette revue. Cette revue que tu as créée il y a 7 ans. Donc c'est quoi les Cahiers de la Montagne Noire ? Pourquoi cette revue ? Pourquoi ces noms ? Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça ? Alors, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ma création littéraire que tu connais. C'est vrai que ce sont des cahiers dits de la Montagne Noire. C'est une montagne au pied de laquelle je suis née, dans le Tarn. Donc, c'est une montagne particulière. C'est une des plus vieilles montagnes de France. Ça, c'est important. C'est une montagne qui, finalement, ne se retrouve qu'en Bretagne, dans les monts de Bretagne, d'ailleurs où il y a une montagne noire aussi. Et puis ensuite, dans la Cornouaille aussi, en Angleterre. Donc, cette montagne noire, c'est un des massifs primaires les plus anciens de la création du monde. Et ce qui m'a toujours fasciné, c'est que c'est dans cette montagne noire qu'on a trouvé les premiers trilobites. Alors là, ce mot trilobite m'a beaucoup intéressée parce que ça veut dire un crabe à 3 lobes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à la place de cette montagne noire, il y avait une mer, puisqu'il y a des crabes. Bien sûr. Et donc, l'origine du monde, puisqu'on revient toujours à Courbet, l'origine du monde, c'était dans la mer, où il y a eu effectivement des êtres vivants un peu étranges, donc ce crabe à 3 lobes qu'on trouve effectivement dans cette montagne noire et qui en fait un peu sa fierté. Voilà. Je suis née au pied de cette montagne noire, je l'ai parcourue, j'ai cherché des champignons, je suis allée à la chasse, il ne faut pas le dire, mais enfin j'y suis allée. Donc c'est un lieu extrêmement magique pour moi, où on peut retrouver des elfes, des fées. C'est le dernier roman d'ailleurs de Sylvain Tesson sur les fées. On peut trouver des êtres étranges et un peu illuminés, un peu comme moi. Ah bah c'est pour ça que tu l'as fait sur la montagne. Bah oui, je comprends le lien, c'est très bien. En fait, tu t'es dit, comme ça, je vais mettre tout cet imaginaire, cette expérience, ces faits, c'est tous les animaux que tu as tués quand tu es parti à la chasse, oui. Hein, et tu les mets dans ces bouquins. Non, je rigole. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta tête pour te dire, allez, je fais un livre sous ce nom-là,
avec des textes des personnes merveilleuses tous les ans. Voilà. Alors, c'est venu cette idée du désert artistique et intellectuel que connaissait le sud du Tarn, donc au pied de cette montagne noire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses autour d'Albi, de Toulouse-Lautrec, enfin on connaît la cathédrale Sainte-Cécile, mais au sud du Tarn, il y a Mazamet, qui est dans cette petite cuvette, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont parlé de cette montagne noire. Et je me suis dit, avant de mourir, puisque quand même je suis dans un âge avancé, il faut absolument redonner une vie à cette montagne noire. Et c'est là que j'ai découvert des milliers de trésors comme les trilobites, des milliers de trésors culturels. Donc c'est vrai qu'à Carcassonne, il y a eu Joe Bousquet. On vient d'ailleurs lui faire un hommage dans la revue Europe, donc c'est dire que c'était quelqu'un d'important. Il y a eu Joe Bousquet, il y a eu surtout Joseph Delteil, qui a eu une propriété dans la Montagne Noire, il y a eu Pierre Reverdy, donc je me suis dit, il faut donner vie et redonner une âme à toutes ces personnes qui ont peuplé cette Montagne Noire. Et après, de fil en aiguille, parce que les gens là-bas sont des taiseux, ils ne parlent pas beaucoup. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait faire parler quand même certaines personnes pour savoir ce qui se passait dans cette montagne noire. Voilà. Mais du coup, excuse-moi, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont, comme toi, vécu dans cette région, dans cette ville, dans cette, je sais pas, ou c'est des gens qui sont passés par là, qui sont tombés amoureux, comme toi, de la montagne noire, et qu'ils se sont dit, il faut que j'écrive quelque chose par rapport à ça. En fait, comment tu as choisi, ou comment tu as rencontré les auteurs des différents cahiers de la montagne noire? Alors, c'est venu de fil en aiguille, et comme je te disais, dans le secret. Ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup. Donc, au début, on m'a parlé, comme ça, de quelques personnages intéressants qui ont vécu, comme je t'ai dit, Delteil, Reverdy, Joe Bousquet. Et puis, je me suis dit, par moi-même, je vais quand même essayer de savoir qui s'est intéressé à cette montagne noire. Donc, il y a eu une série d'envois, comme c'est une revue, de personnes qui m'ont passionnée. C'est comme ça que j'ai reçu l'année dernière, dans ce recueil de la revue 7, j'ai reçu un manuscrit sur Jean Guéhenno, ni plus ni moins, qui est un académicien, qui est quelqu'un qui m'avait énormément frappé quand j'étais jeune, puisque c'était quelqu'un qui avait écrit Changer la vie, qui était quelqu'un d'important dans la philosophie, un peu comme Alain, enfin, ça faisait partie des figures importantes de la littérature. Et je me suis aperçue que Jean Guéhenno avait vécu à Montaulieu, au pied de la montagne noire audoise, de l'autre côté, et qu'il avait énormément écrit sur cette montagne noire parce qu'il était breton et qu'il était fasciné par les oliviers, la garrigue, enfin, par tout ce qu'il découvrait là-bas. Donc, je me suis attardée sur cette personnalité, Jean Guéhenno, qui a découvert la montagne noire comme moi. Donc, de fil en aiguille, cette revue permet de mettre à jour, de percer. Je ne peux plus m'arrêter puisque j'ai sorti un fil d'Ariane et j'ai l'impression que dans ce fil d'Ariane, il y a bien sûr les auteurs morts que j'évoque, mais il y a aussi les auteurs vivants. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait un grand poète comme Ibáñez, il s'appelle, dans une ferme, enfin dans un endroit très reculé aussi. Je me suis aperçue qu'il y avait des gens, tout le monde a quelque chose à dire dans cette montagne noire, de secret et en même temps, plus que ça, plus que de secret, je dirais, la source vive de la vie. Et en parlant de ça, pour toi, ça serait quoi ton secret là-bas? Si c'est racontable, on va dire. Si c'est racontable, ça serait de me dire que cette terre de la montagne noire est une terre fertile et c'est une terre qui cache plein de coins, de recoins. Le lac des Montagnaises, par exemple, où j'ai ma cabane pour écrire, comme Virginia Woolf avait la sienne, ou Marguerite Yourcenar, c'est-à-dire des personnes qui avaient des endroits dans ce lieu très obscur, mais où pouvait s'écrire un moment de grande épopée intime. C'est ça, ton lieu secret pour... Voilà, c'est un de mes lieux secrets pour écrire et pour découvrir, finalement... On cherche toujours dans une vie à se découvrir soi-même. Ouais. Et je pense que la montagne noire est un élément vital, comme une poche matricielle finalement, où on se découvre soi-même. Et le poète Jean Tardieu a toujours dit une phrase qui m'a toujours bouleversée. Il a toujours dit « On passe toute sa vie à tourner en rond ».
Et je trouve que c'est vrai. Je trouve que c'est vrai qu'on passe sa vie à chercher quelque chose. D'ailleurs, la pièce la plus belle, c'est celle de Pierre Gunt, que j'adore, d'Ibsen, parce que Pierre Gunt, c'est pareil, il est parti faire le tour du monde, et puis tout d'un coup, il a dit, mais c'est ma cabane en Norvège, c'est là qu'est ma vérité. Ben, moi, c'est pareil. Je tourne, je vire, je vais à Ramallah, je vais à New York, et puis tout d'un coup, je me dis, tiens, c'est dans ma cabane des lacs des Montagnaises, en pleine montagne noire, que je peux écrire la vraie vie. Donc je fais un petit ellipse dans le temps, parce que là tu me parles des villes dont on a parlé pour Voyage l'année dernière. Donc c'est là où tu as écrit Voyage. C'est là où tu t'es mis à te remémorer toutes ces aventures. Non, ça serait pas tout à fait juste, parce que j'ai toujours pris beaucoup de notes pendant mes voyages, mais au niveau de la réécriture, au niveau de la fluidité, si tu veux, de l'écriture, parce que c'est pas vrai qu'on écrit facilement, enfin c'est vrai qu'il faut travailler. Oui. Donc, dans ce travail-là, je le fais effectivement dans ma cabane. Sympa. Il faut qu'on y aille, hein. Il faut que je voie cette cabane. Ce livre, c'est un peu particulier. Enfin, c'est cette revue, la 7e particulièrement. Le 7, il est un peu utilisé dans plein de civilisations dans le monde pour plein de choses différentes, mais c'est toujours un chiffre important. Magique. Oui, magique. Est-ce qu'il t'a apporté quelque chose de particulier, cette 7e revue, cette 7e édition, par rapport aux autres? Oui, j'ai même pensé que c'était la dernière. Ah, carrément. Carrément. Parce que le chiffre 7, c'est un chiffre magique, les 7 merveilles du monde, enfin, je ne vais pas énumérer toutes les 7 chakras, les 7 ceci, les 7 cela, mais j'ai été toujours fascinée par l'idée que cette revue pouvait s'arrêter là, parce que, on peut très bien s'arrêter à n'importe quel moment. Mais je me rends compte que je suis maintenant poussée par les gens à qui j'ai délivré cette revue depuis 7 ans et qui m'envoient des manuscrits, m'envoient des choses qui sont passionnantes, et je me dis, oh là là, ça serait dommage. Ça serait dommage de m'arrêter. Parce que je me rends compte que, par exemple, à Montaulieu, on a découvert, je le disais, Jean Guéhenno. J'ai découvert la petite fille de Jean Guéhenno, qui est mariée à un traducteur allemand extraordinaire qui s'appelle Bernard Lortolari. Ce Bernard Lortolari a traduit et publié Le parfum de Patrick Süskind, le parfum. Et je me suis rendu compte que ce Patrick Süskind allait dans la montagne noire. Alors là, par exemple, c'est étonnant. Tu vois, il y a tout d'un coup des choses qui te paraissent ahurissantes, parce que tu penses jamais qu'un auteur allemand va venir jusqu'à nous, alors que moi j'ai parlé du maquis de la montagne noire contre les Allemands. Enfin bref, voilà, c'est des paradoxes. Et t'as pas cherché des textes justement de lui qui parle un petit peu de la montagne noire ou quelque chose qui fasse Non, c'est nouveau. Ça vient de sortir, ça. Ce que je te raconte, je viens de l'apprendre. D'accord. Peut-être pour l'année prochaine, parce que voilà, on a dit qu'on n'allait pas s'arrêter au 7. Mais si on s'arrête au 8, c'est avec toi. Ah non, au moins un chiffre rond, allez 10 ou 30. 30 c'est bien, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais 30 ça me fait, ça fait quelque chose. Mais ok. Je parcours ton livre, enfin cette revue, et je vois qu'il y a des photos, des dessins. Est-ce que c'est les auteurs même qui ont choisi cela, ou c'est toi qui as trouvé des illustrations intéressantes pour non, c'est tel ou tel texte? C'est eux qui ont proposé. Le propre d'une revue, c'est de recevoir des manuscrits. Donc, il y a un anonymat qui s'est créé pour moi, et j'ai découvert, comme je te disais, la richesse des gens de ce sud du Tarn, qui était un peu un département sinistré. On ne connaissait pas très bien ce qui se passait là. Et là, petit à petit, j'ai découvert des gens qui m'ont paru passionnants, intéressants, voilà. Dans une revue, et surtout si c'est assez large comme thématique, on peut trouver plein de textes différents. On peut trouver des poèmes, on peut trouver des petites anecdotes, des contes, je sais pas. Quel a été, je sais pas si t'es demandé pour les 7 revues ou particulièrement dans cette dernière, le texte auquel tu t'attendais pas, que tu as dit ah oui, là je m'attendais pas à recevoir un poème comme ça ou quelque chose qui me parle de cet aspect de la montagne noire, ou est-ce qu'il y a un texte qui t'a surpris en particulier ou pas forcément? Oui, il y a un texte qui m'a surpris de quelqu'un que je connaissais absolument pas, qui m'a envoyé son texte.
Enfin, c'est quelque chose de très étonnant. Alors attends, Ouais. je ne sais plus si je vais le trouver, mais je vais finir par le trouver. Mhm. Alors attends, il s'appelle Michel Bertrand. Alors je ne sais plus où il est. L'esprit des lieux, 58. Voilà, par exemple, au détour de la fuite du temps, c'est quelqu'un qui semble être revenu dans la montagne noire et qui semble heureux dans cette montagne noire. Enfin, il m'a dit que c'était merveilleux que je le publie Mhm. parce que pour lui, après plein d'années d'errance, il avait fait le tour du monde. C'est exactement Pierre Gunt, exactement des gens qui partent toute une vie ailleurs, puis tout d'un coup qui se disent ben c'est bien dans le Tarn, c'est bien devant ma montagne noire, c'est bien de penser que la nature est une réponse métaphysique finalement à mes angoisses. Parce que c'est vrai que la montagne noire est une montagne qui répond de par comme j'ai dit, de son origine finalement, qui est l'origine du monde quand même, de par son origine, c'est une montagne qui répond à quelque chose de profond. Et je me rappelle très bien que j'avais un grand ami à l'abbaye d'Incalcate, qui est une grande abbaye près de Mazamet aussi, le frère Olivier de Solage, il s'appelait, et il me disait, Françoise, ça donne la paix de revenir face à notre montagne, parce que peut-être que Dieu s'est vraiment escaladé une montagne. Il me disait, vous savez, finalement, l'ascension du mont Ventoux, oh, ça y est, j'ai oublié, de Pétrarque, c'est finalement pareil. L'ascension de la montagne noire, c'est initiatique. On va trouver Dieu au bout. Et je trouvais ça magnifique. C'est très beau. Toi, tu as trouvé quoi cette année, d'ailleurs? Parce que si je comprends bien, c'est une revue par an. Oui. Ça sort toujours à la même période, d'ailleurs? Oui, l'été, fin de l'été. Fin de l'été. Donc, 7 ans. Oui. Toi, tu as trouvé quoi pour toi, personnellement, toi, Françoise? Moi, j'ai découvert ce que j'aime dans la vie. Ok. Finalement, le partage, l'amitié, donner à chacun une parole, je trouve ça formidable. Et puis, le même amour d'un même lieu aussi. C'est rare, finalement, de partager des choses comme ça. Et non, je croyais m'arrêter et je ne peux plus m'arrêter. Bah, c'est très bien. Surtout que là, je le vois très bien. J'ai face à moi les 7 revues des Cahiers de la Montagne Noire. Et je constate que le premier, il est tout fin. Le 7e, il fait peut-être 5 fois la taille du premier. Oui, c'est ça. Donc, à chaque fois, il y a de plus en plus de textes. À chaque fois, il y a plus d'idées, d'histoires, des gens, d'amour, d'envie. Donc, je trouve ça génial. Et on a commencé cette émission avec un texte qui s'appelle Solitude. Je trouve que dans la solitude, du coup, il y a plein d'émots et plein d'histoires et plein d'idées et plein de Françoise Dax-Boyer qu'on aime beaucoup. Merci Alain. Donc écoute, on arrive à la fin de l'émission. Je sais. Mais je te remercie très grandement. On s'était donné rendez-vous l'année dernière quand on a fait Voyage pour se voir cette année. Bah voilà. C'est fait. Et voilà, c'est fait. Et j'aimerais bien te donner un autre rendez-vous pour l'année prochaine, pour une autre histoire, un autre voyage, une autre vie, qui sait. Oui. Donc voilà, si tu le veux bien. Absolument. Un dernier petit mot? Un mot, c'est par rapport à Radio Al-Alba. Dis-moi. Je sais que c'est une aventure aussi pour toi, comme pour moi la montagne noire. C'est-à-dire arriver à toucher des personnes, toi du Mexique, toi des endroits où tu as vécu et où tu as toute ta sensibilité aussi. C'est pareil pour moi, la montagne noire et la revue. C'est arriver à dire qu'on est d'un même pays et en même temps qu'on est partout et nulle part. Voilà. Et ça, je trouve ça très fort aussi chez toi. Bah écoute, merci. Je trouve que c'est une belle façon de finir l'émission d'aujourd'hui, dans ce début de 2024, que je l'espère, ce sera une très bonne année pour tout le monde. Sur cela, je te remercie une dernière fois. Je te rappelle notre rendez-vous pour l'année prochaine. Absolument. Voilà. Et à tous ceux qui suivent cette émission et qui ont passé un très bon moment comme moi avec Françoise, je vous invite évidemment à aller chercher là où vous pouvez, aller vraiment racler dans toutes les bibliothèques, dans toutes les librairies, là où vous pouvez les trouver. Mais cherchez les livres de Françoise et notamment cette revue. Cherchez la collection complète, les 7 revues. Oui, c'est sur Internet gratuitement. Hein. Ah, en plus. En plus, c'est gratuit. Ils peuvent aller chercher sur www.lescahiers-de-la-montagne-noire.fr et j'ai fait mettre en ligne la revue parce qu'elle a tellement de succès
publiée que j'ai dû effectivement la mettre gratuitement en ligne. Ce qui veut dire, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas le lire. Absolument. Absolument. Donc, sur cela, je vous remercie de votre attention. Je vous invite, comme d'habitude, à cliquer sur le bouton souscrire, à liker cette vidéo, à nous envoyer vos petits messages d'amour pour Françoise. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt.